Il a fait la fête à Macron ce week-end avec la France insoumise, appelle à une nouvelle journée de mobilisation. Il suit avec attention les dossiers SNCF et Air France, mais fait face à une contestation dans ses rangs. Bonsoir Pierre Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français. Alors, ça ne vous aura pas échappé. Ce 7 mai marque le jour anniversaire de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, vous qui avez fait la fête à Macron ce week-end, quel bilan tirez-vous de cette première année ? Le bilan, il est malheureusement très, très clair. C'est un bilan très antisocial. Hein. Toutes les décisions qui ont été prises depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est de renforcer les privilèges de ceux qui ont déjà beaucoup, de mettre en cause les services publics, de les affaiblir, comme c'est le cas pour la SNCF avec la réforme envisagée, les droits sociaux, comme ça a été le cas avec les ordonnances Macron, et tout ça avec beaucoup d'autoritarisme. C'est un président qui fait beaucoup de communication, mais qui en vérité dialogue et négocie très peu avec personne. Il dit qu'il fait ce qu'il a dit, et il le fait vite, trop vite, c'est ça ? D'abord, c'est pas vrai, parce qu'il y a des choses qu'il fait, comme par exemple la réforme de la SNCF, comme il l'a conduit, qu'il n'a jamais annoncé dans ce programme. Il est en train de préparer une réforme de la Constitution qui va aller beaucoup plus loin que ce qu'il a annoncé. Donc, dans un certain nombre de domaines, il ne s'en tient pas à ce qu'il avait annoncé. Mais par ailleurs, je pense qu'il avait aussi enveloppé beaucoup de ses annonces d'un grand discours de modernité qui a probablement trompé des gens qui ont cru qu'allait arriver un monde nouveau, puis qui s'aperçoivent en vérité qu'il y a un monde qui utilise des recettes très anciennes, hein, prendre à la très grande majorité qui ont déjà peu, comme les retraités, les gens qui travaillent dans les entreprises et qui ont peu de moyens pour vivre, et puis pour toujours donner aux mêmes. Donc en vérité, il n'y a pas beaucoup de modernité dans les actes concrets d'Emmanuel Macron, il y a plutôt l'inverse. Pourtant, dans les derniers sondages, il est quand même en meilleure position que ses prédécesseurs. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, il est aujourd'hui, il fait face à une contestation qui grandit. Ça, toutes les enquêtes d'opinion le montrent aussi. C'est-à-dire que l'état de grâce dont bénéficient un petit peu les présidents de la République est de moins en moins. Il est déjà largement évanoui. Et je pense que le climat de contestation sociale dans lequel on est entré va durer. Regardez ce qui vient de se passer chez Air France. Ceux qui ont voulu le référendum en pensant qu'ils allaient contourner les organisations syndicales et qui avaient prédit la victoire du PDG, eh bien, ont vu le contraire. Et là, c'est des catégories professionnelles extrêmement différentes qui ont refusé le blocage des salaires dans lequel l'entreprise est enfermée depuis des années. Donc... Et le PDG a fini par présenter sa démission suite à ce référendum. Mais là, la grève se poursuit. Comment comprendre ? Oui, parce que les gens veulent des résultats. Ils ont refusé les propositions du PDG parce qu'ils veulent des augmentations de salaire. Air France, comme d'ailleurs la plupart des entreprises privées, ce sont des entreprises dans lesquelles les salaires sont bloqués depuis maintenant des années. Or, le coût de la vie, lui, n'est pas bloqué. Les loyers continuent d'augmenter. La TVA a été augmentée par le gouvernement. Voilà. Donc le pouvoir d'achat de toutes ces catégories de la population continue de se dégrader. Donc les gens, ils ne veulent pas seulement le départ du PDG, ils veulent des augmentations de salaire. Alors on va revenir sur un autre dossier qui vous tient à cœur, c'est la SNCF avec ce projet de réforme ferroviaire. C'est vrai qu'il y a une grève qui se poursuit, une grève par intermittence. Édouard Philippe a pour la première fois reçu les syndicats de cheminots à Matignon. Il a donné quelques gages, en tout cas il a promis une nouvelle discussion. On l'écoute et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le texte ne changera pas fondamentalement sur les 3 points que j'ai mentionnés, mais il peut encore être finalisé. La porte de Madame la ministre reste évidemment ouverte et nous sommes prêts à discuter avec les organisations syndicales avant le passage au Sénat de certains amendements. Voilà pour cette déclaration donc aujourd'hui d'Édouard Philippe. Plusieurs syndicats, les syndicats ont dit que c'était quand même une main tendue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont dit qu'ils se félicitaient d'avoir été enfin reçus alors que ça dure depuis un moment et que cette rencontre n'était même pas prévue au début des discussions. Ils ont dit aussi qu'ils restaient tous dans la grève. Tous les syndicats qui participent actuellement à la grève, c'est-à-dire tous les syndicats à la SNCF, ont dit qu'ils restaient dans le mouvement de grève parce qu'ils n'avaient entendu dans les propos du Premier ministre rien qui les fasse changer d'avis.
Et pour le moment, c'est extrêmement vague. On entend parler de certains amendements pour la discussion au Sénat. Je participerai à cette discussion puisque je suis sénateur, mais pour le moment, on n'a rien qui soit précis, qui soit mis sur la table et qui fasse bouger une réforme. Parce que le problème, c'est que cette réforme, pour nous, elle ne traite aucun, pour le moment, des sujets de la SNCF. La SNCF manque d'investissement, on ne voit rien venir là-dessus. Elle manque d'effectifs, on ne voit rien venir là-dessus. Et il y a un problème de dette. On nous dit on va le traiter, mais il y a toujours aucune mesure qui est annoncée concrète en la matière. Donc, à part nous dire on va préparer l'ouverture à la concurrence, et on ne voit pas en quoi cette ouverture à la concurrence améliorerait le service rendu aux usagers. Au contraire, le risque, c'est l'abandon de beaucoup de petites lignes dites non rentables. Eh bien, pour le moment, il n'y a aucune perspective qui soit positive, ni pour les salariés de la SNCF, ni pour les usagers du ferroviaire. Donc vous attendez de voir ce qui va se passer dans les... Il y a de nouvelles discussions sont prévues vers le 25-26 mai. Ouais, c'est tard, parce que la grève continue, elle ne va pas diminuer, les mobilisations sociales continuent, donc il faudrait qu'en vérité le gouvernement discute tous les jours, pas toutes les 3 semaines, en recevant les syndicats pour ne rien leur annoncer de concret. Alors on va revenir sur cette grande mobilisation qui a eu lieu ce week-end, donc la fête à Macron, ça a été impulsé par François Ruffin et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon était là, vous aussi. Quel est le lien que vous entretenez, Parti communiste français, avec la France Insoumise? Parce qu'on a surtout entendu et vu Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Oui, c'est François Ruffin qui a pris l'initiative de cette manifestation. Nous avions dit que nous participerions à toutes les mobilisations en cours. Nous, ce que nous voulons, et nous y travaillons avec beaucoup d'autres organisations, c'est une journée qui puisse à un moment donné faire converger toutes les forces. Celles qui étaient dans la rue samedi, mais beaucoup d'autres, de toutes les formations politiques, des organisations syndicales, du monde associatif. Donc cette mobilisation, qui a été une mobilisation parmi d'autres qui ont déjà eu lieu, notamment syndicale, elle continue de faire progresser les mobilisations. Oui, mais ce qui est frappant, Pierre-Laurent, excusez-moi de vous couper, mais ce qui est frappant, c'est que Jean-Luc Mélenchon se pose vraiment comme le chef de l'opposition. D'ailleurs, il y a eu un dialogue interposé entre lui et Emmanuel Macron. On a l'impression qu'ils se sont choisis. Et finalement, on se demande là où vous êtes, où est le Parti communiste français. Oui, mais ça, c'est la présentation médiatique qu'on fait de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a manifestement un climat qui vise à installer Jean-Luc Mélenchon comme l'unique représentant de tous ceux qui manifestent surtout. Voilà, ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas la réalité. Moi, j'ai pas le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de dire ce que je pense. Je n'ai pas le pouvoir d'imposer aux médias de traiter les choses autrement. Manifestement, il y a un choix. Vous le disiez, samedi, moi, j'étais dans cette manifestation. J'ai eu le droit à aucune caméra. Bon, c'est pas moi qui choisis ça. Donc, la réalité, c'est une opposition très diverse au plan syndical, au plan associatif, au plan politique, à la politique du gouvernement. Manifestement, cette diversité-là, qui fait pourtant la richesse de ces mobilisations, elle dérange, mais vous n'avez pas peur d'être phagocyté par la France Insoumise? C'est vrai que comme on vous entend moins, est-ce que vous n'avez pas peur d'être phagocyté? Oui, mais c'est pas parce qu'on passe pas dans les médias qu'on n'existe pas. Excusez-moi de vous dire ça. Oui, mais aussi dans... journaliste. Certainement, mais on peut très bien exister et construire et jouer un rôle très important dans les mobilisations sociales, dans la vie parlementaire, dans la vie publique locale, comme c'est notre cas, et être très maltraité en matière de présence médiatique. On vous a invité. Hein. Oui, non, mais c'est pas un reproche que je vous adresse aujourd'hui, mais c'est un constat que le traitement médiatique n'est pas toujours le reflet des réalités. Donc il y a une opposition diverse. Moi, je cherche pas à être en concurrence avec qui que ce soit. Je dis, cette opposition, elle est très diverse, elle va le rester. Et d'ailleurs, l'efficacité, c'est à quoi je travaille, c'est d'unir justement tous ces fronts d'opposition. Donc vous voulez renforcer les liens avec la France Insoumise? Mais moi, je dialogue. Moi, je fais partie des responsables politiques qui, dans la gauche, cherchent en permanence à dialoguer avec tout le monde. Je dialogue avec Benoît Hamon et son mouvement, avec Olivier Besancenot, avec la France Insoumise, avec d'autres, et j'essaye de faire progresser des fronts communs dans tous les domaines. Tout simplement parce que c'est l'efficacité. Si on veut gagner face à un pouvoir qui est très autoritaire, très arrogant, qui répète tous les jours qu'il ne bougera sur rien, eh bien, il faut organiser une montée de la contestation très large. C'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes. Et je pense que ça sera efficace au bout d'un moment. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vous faire entendre une espèce d'union sacrée de la gauche par rapport à Emmanuel Macron?
Oui, je crois que il faut faire grandir l'unité des professions, parce que je pense que les salariés du public comme du privé, les étudiants comme les retraités sont confrontés aux mêmes logiques d'austérité, aux mêmes logiques de rentabilité. Il faut faire grandir les convergences syndicales et faire grandir les convergences politiques. Et il faut additionner tout ça pour parvenir à se faire entendre. Alors Philippe Poutou, l'ex-candidat du NPA, Philippe Poutou, a défendu une certaine forme de radicalisation, comme on l'a vu avec les Black Blocs lors de la manifestation du 1er mai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi je crois que la violence, en tout cas celle qu'on a vue le 1er mai, est non seulement une impasse, mais c'est même une manière de servir ceux qui nous combattent. Parce qu'on a bien vu comment les violences de quelques-uns, peu nombreux, mais très spectaculaires, ont été utilisées le 1er mai pour évacuer du paysage médiatique l'essentiel des mobilisations sociales de cette journée. Donc je ne crois pas du tout que ces violences soient utiles en quoi que ce soit. Au contraire, elles sont même contre-productives pour ceux qui, comme moi, veulent faire bouger les lignes dans le sens social. Alors, vous voulez faire bouger les lignes. Quelle peut être la singularité, vraiment le plus du Parti communiste français aujourd'hui par rapport aux autres partis de gauche ? Je crois que c'est un parti, le Parti communiste, qui a une originalité depuis longtemps, qui a compris que le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui devra être dépassé par une autre logique de développement, une logique de développement social, écologique, solidaire. Et le dépassement du capitalisme, c'est au cœur de notre projet. Nous y travaillons et ça devient une question d'actualité dans le XXIe siècle. Parce qu'on voit bien que qu'on parle des migrants, qu'on parle d'écologie, qu'on parle d'inégalité sociale, on voit bien les limites du système actuel et des limites qui sont en train de se renforcer. Et nous ne faisons pas que tenir un grand discours utopique sur ça. Nous travaillons ces valeurs-là dans le quotidien. Donc nous sommes à la fois une force très concrète dans le quotidien, proche des gens, active dans la proximité et en même temps en portant l'idéal, oui, d'une société plus solidaire qui nous élève. J'entendais celui qui parlait avant moi tout à l'heure, Michel Lebris, dire il y a des choses qui nous dépassent en quelque sorte et qui sont au fond le plus profond de notre humanité. Ben, nous, on a envie de faire de ça un projet de société, d'une société fraternelle. Merci Pierre-Laurent d'être venu donc dans 64 minutes, d'avoir été notre grand témoin.